Bienvenue pour cette deuxième journée du One-to-One IA et expérience client et plus particulièrement, bienvenue à cette table ronde sur la data émotionnelle. Merci de vous être levé de bon matin pour venir nous rejoindre. Je sais que la soirée hier a été, on va dire, fructueuse et que forcément il y a des personnes qui ce matin ont un petit peu plus de mal, mais elles vont peut-être nous rejoindre en cours de route. Hier soir, justement, dans les halles, je parlais à certains participants. Ils me disent « Qu'est-ce que tu fais, Marine et quelle table ronde tu animes ?» Je dis « Écoute, moi, mon métier, c'est l'expérience client. Ça fait un peu plus de 10 ans que je fais ça. J'ai un podcast qui s'appelle Le Client, une chaîne YouTube, une newsletter. Je fais beaucoup de conférences sur ce sujet. Et j'ai la chance aujourd'hui d'animer avec Clarisse et Bruce cette table ronde sur la data émotionnelle. » Et on m'a dit « Mais what ?» Data et émotion, genre, je ne vois pas, il n'y a pas de match possible là, c'est pas logique. Eh bien si, et on va vous expliquer justement comment est-ce qu'on peut utiliser la data émotionnelle. Et pour ça, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Clarisse Blanc, qui est directrice communication chez Match Group. Bienvenue Clarisse, merci d'être avec nous. Merci. Et Bruce Hoang, qui est directeur communication et digital chez Orange. Merci Bruce d'être avec nous. Et pour commencer cette table ronde, il y a une vidéo que mes invités m'ont partagée et que je trouve qui est hyper intéressante et on va vous la diffuser et justement qui mêle les sujets dont on va parler aujourd'hui, intelligence artificielle, data et émotion. C'est parti. L'intelligence, c'est bien plus qu'une suite de symboles à assembler. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il est devenu, l'animateur de la flamme? Il y avait une bombe qui allait exploser d'une minute à l'autre. Écoute-moi, moi, c'est ce que c'est le problème. Tu penses pour moi, tu penses pas à moi. C'est fait. Le Paris Saint-Germain va remporter la Ligue des Champions. Et donc, ce que je trouve intéressant dans cette vidéo, c'est qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que l'intelligence artificielle, finalement, elle va pouvoir modéliser les émotions, mais elle ne peut techniquement, bien évidemment, pas les ressentir. En termes de cycle d'innovation, on est aujourd'hui à cette étape-là, je dirais. C'est-à-dire qu'on est passé d'une phase de déni, dans l'intelligence artificielle, déjà au début on ne comprenait pas vraiment en quoi ça consistait, ça ne va pas vraiment avoir d'impact réel, ça ne marche pas. Et puis ChatGPT est arrivé et là on s'est tous dit « wow, c'est dingue ». Et après est venue la peur, mais du coup est-ce que l'intelligence artificielle va pouvoir nous manipuler et notamment manipuler ce qui est une des choses les plus précieuses qu'un humain possède, ce sont ses émotions. Et donc après on va passer sur cette phase de test avant de arriver sur la phase d'adoption, je dirais, généralisée. C'est important de comprendre ce qu'on appelle les systèmes A et les systèmes B de Kahneman. Bruce, est-ce que tu as quelques mots à dire? Je sais que c'est un sujet que tu affectionnes particulièrement. Moi, j'adore aussi, je l'utilise beaucoup pour parler de la culture client, système 1, système 2. C'est quelque chose que vous connaissez ou pas, les systèmes 1, système 2? Ok. Oui, moi je trouve que c'est fondamental ce qu'a trouvé Kahneman en 2002, je crois, qui est le fait qu'en fait les émotions passent par le système 1, tout ce qui est très rapide, automatique, et tout ce qui est très rapide, automatique est inconscient. C'est surtout ça qui est important, c'est qu'on n'est pas forcément conscient, mais tous les sens, tout ce qui arrive, en réalité, on peut être gêné dans une réunion, on peut être tout d'un coup avoir un système nerveux activé pour une raison sur lequel nous ne sommes pas conscients, et ça c'est le système 1. Et donc c'est fondamental parce que le système 2, c'est l'intelligence artificielle, mais c'est nous puissance 1000 en fait. C'est faire des opérations et des opérations au second, troisième degré puissance 1000.
Et les marques, en fait, elles vont justement aller chercher à activer ce système 1. C'est là où elles veulent se positionner. Et on est sur une vraie bataille de l'attention. Et je vous propose de faire un petit test. Pour celles et ceux qui ne l'ont jamais fait, vous allez rigoler ou pas. Je vais vous afficher une slide et il va falloir lire les mots. Non, lire les couleurs et non pas les mots. C'est super dur. C'est ce qu'on appelle le test de Strop. Donc ça fait vert, jaune, rouge, noir, vert, bleu, rouge, bleu, vert, rouge, bleu, rouge, bleu, noir, jaune, bleu, noir, vert. C'est super dur. Et c'est justement ça, c'est la mise en lumière finalement de notre système 1 et notre système 2. On vous a aussi extrait cette slide, c'est une courbe émotionnelle que BVA Insight a eu le plaisir de nous partager. Bruce, est-ce que tu peux nous la commenter, s'il te plaît? C'est toi qui me l'as envoyée. Oui. Dans cette même salle, il y a 3 ans, BVA faisait un atelier sur le nudge marketing, BVA Insight, et ils nous ont présenté cette courbe. Sur les ordonnées, vous voyez en fait l'attention, je vais juste bien voir ce que c'est, voilà, les réminiscences, la probabilité de réminiscence, de mémorisation. Et vous voyez ensuite la valence émotionnelle. Et en fait, ils se sont aperçus en faisant des études que ce que l'on retient d'une expérience client, ou de ce qu'on retient en général, c'est 2 choses. C'est l'expérience la plus forte positive et l'expérience la plus forte négative. Entre les deux, il n'y a pas de réminiscence, il n'y a pas de mémorisation. Vous allez voir que dans le cadre de notre atelier, ça va être intéressant. Bruce, justement, on va enchaîner avec toi. Chez Orange, est-ce que vous analysez les émotions de vos clients et est-ce que vous êtes en mesure même de leur générer des émotions? Dis-nous tout, où est-ce que vous en êtes? Alors, oui, on écoute beaucoup nos clients, on fait beaucoup d'analyses sémantiques et on s'aide de l'intelligence artificielle générative. Différents modèles. Hein. On a un système d'Inutu où on ne partage pas les informations, ça c'est un préalable important à l'extérieur, et donc on choisit nos modèles, Claude, ChatGPT en fonction ou Google en fonction des problématiques, parce que chaque LLM a sa spécificité. Et on a une social room dans laquelle on a des data analystes, on a des community managers, on a aussi des web conseillers. On a un data scientist aussi qui traite la donnée sur Python et on essaye de déterminer les émotions fortes, à la fois très positives et très négatives. Puisque en fait, c'est bien ça sur lequel on veut jouer. On sait que nous, en tant qu'opérateurs, il y a bien évidemment énormément d'émotions négatives quand on nous rejoint, parce qu'on est en panne de réseau, on n'a plus notre réseau, on est un peu mis à nu. Et l'objectif, nous, c'est de passer d'un sentiment, d'une émotion très négative à une émotion très positive et de terminer par l'émotion très positive. Parce que ce que dit la courbe émotionnelle, c'est que c'est la dernière qui a finalement raison. Voilà. Totalement. Clarisse, toi, chez Match, où est-ce que vous en êtes sur ces sujets? D'autant plus que vous évoluez dans un écosystème quand même qui est profondément lié à l'émotion, au sentiment. Oui, nous, on est au cœur de l'émotion. La rencontre amoureuse, c'est vraiment, je crois, le point central de ce qui peut nous animer au quotidien. Mais paradoxalement, nous, cette data, je dirais, émotionnelle, on ne l'analyse pas, on va dire, purement techniquement par nos algorithmes ou par de l'IA, mais on va plutôt aller sonder les célibataires ou même les couples qu'on a formés, parce que le groupe Match existe depuis plus de 10 ans et la marque Match est mythique en France depuis plus de 20 ans. Et donc nous, on a créé en fait l'année dernière ce qu'on a appelé le Dating Lab, qui est le premier observatoire de la rencontre amoureuse, où on travaille avec un comité d'experts pluridisciplinaires. Donc on a philosophes, sociologues, psychologues, sexologues, experts du genre, de la diversité, pour venir en fait analyser donc la data chiffrée qu'on a. Bien sûr, quand vous vous inscrivez sur une app de rencontre, on va vous demander si vous cherchez quelque chose de sérieux, de pas sérieux. Enfin, c'est dit avec de meilleurs mots, le grand frisson ou le coup d'un soir. Mais on va avoir aussi tout un tas de données en plus que vous renseignez ou non, mais qui vont nous donner des indications. Et par ailleurs, on fait tout un tas de sondages avec des instituts type Ipsos, Opinionway, Kantar, pour aller différemment questionner de manière plus qualitative, on va dire, les célibataires. Et donc,
on analyse tout ça, mais je dirais de manière presque plus sociétale, parce qu'on se rend compte, et de plus en plus, que la manière dont on se lie, dont on construit nos relations, ça construit notre société. Et donc on est en train de voir là, au bout d'un an d'exploration avec le Dating Lab, que c'est tous ces signaux faibles en fait qui vont aller nous permettre nous d'adapter nos produits, nos innovations. Et on y reviendra après. Je vous parlerai de ce qu'on a fait avec ces 1 an d'exploration, mais c'est vraiment le cœur nous de cette analyse, je dirais, plus que techniquement. Totalement. Et on va vous diffuser une courte vidéo sur justement le Dating Lab. Moi, ce que j'entends, et Bruce, tu vas pouvoir commenter avec cette magnifique slide, c'est que les signaux faibles, c'est hyper important. Quand on analyse la voix de nos clients, effectivement, il y a toute cette data qu'on collecte et qui, représente des grandes masses, évidemment. Mais il faut aussi être très vigilant sur les signaux faibles. Et c'est même là, parfois, où vous pouvez trouver des vraies pépites. Bruce, tu en as un exemple concret avec notre cher Socket. Oui, si on reprend la courbe émotionnelle, la question c'est qu'est-ce qui nous reste après l'avènement de l'intelligence générative? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse l'intelligence IA générative faire le taf et juste on questionne et on prend la réponse? Là, en fait, cet exemple, parmi d'autres, illustre qu'en fait notre job, nous en tant qu'humains, qu'est-ce qui nous reste? C'est de ne pas rester dans la moyenne. Parce que si l'intelligence générative, elle fait des probabilités. Donc si vous lui posez une question pour lui dire « fais-moi une campagne émotionnelle », elle va vous donner quelque chose de moyen sur lequel tout le monde va adhérer en réalité. C'est très bien, mais ça va être OK, il ne va pas y avoir de supplément émotionnel. Donc dans la courbe, vous allez rester, si on reprend la courbe, vous allez être dans la moyenne de science. Et donc l'objectif, c'est de trouver justement les signaux faibles qui va faire qu'on va être au-dessus de la moyenne, au-dessus de l'intelligence générative qui nous donne des probabilités moyennes. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est que pour le sujet de la télésurveillance, quand vous regardez et que vous tapez sur IA générative, c'est OK, gros cambrioleur, la police, la peur en fait. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un contre-pied, on est allé voir des signaux faibles et on s'est aperçu d'une chose, quand les gens discutent, c'est qu'il y a un attachement fort aux animaux de compagnie. Et comment on peut finalement travailler l'animal de compagnie pour faire un saut émotionnel. Et donc dans ce cadre-là, on a pris en fait l'animal de compagnie d'une personne de Orange, et en fait on a fait un peu une story de cet animal de compagnie pour dire maintenant en fait Socket, elle a plus besoin de rester à la maison pour garder la maison. Elle peut venir avec ses maîtres et sa maîtresse pour voyager ou venir dans la voiture la journée. Elle n'a plus besoin de garder la maison. Et donc ça, l'intelligence artificielle générative, elle ne nous le donne pas. Et donc c'est là en fait l'histoire qu'on doit créer, qu'on doit travailler à travers ces signaux faibles. Et pour celles et ceux qui ont participé à la table ronde d'ouverture hier avec Mathieu, donc le designer de la torche olympique, et c'était exactement ce qu'il expliquait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on donne à l'intelligence artificielle un mood board qu'on a fait sur Pinterest,
qu'on lui donne un brief, effectivement, elle va nous générer quelque chose qui répond au cahier des charges et qui est moyen, mais qui ne va pas faire le travail que Mathieu a fait, puisque lui est sorti totalement du cadre, et c'est ce qu'il fait pour chacun des projets qu'il adresse, et c'est là où il va faire cette extra mile, finalement, je dirais même qu'il en a fait plusieurs, qui vont faire la différence et qui vont créer de l'émotion. Bruce, il y a d'autres exemples que tu peux nous partager, là où vous avez chez Orange mis en place des nouveaux outils, des initiatives qui vont aller générer de l'émotion. L'émotion, il y a plein de façons de la générer, et vous l'avez notamment fait sur vos pages produits. Oui, en fait, l'émotion, c'est la vidéo, et la vidéo, aujourd'hui, l'intelligence générative commence à beaucoup progresser, elle progresse beaucoup, mais rien de tel aujourd'hui qu'un avis authentique qui vient d'un humain. Et même si l'intelligence aujourd'hui générative est en train de générer des avis clients, l'humain, il n'est pas bête, à un moment donné, il comprend ce qui se passe. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de travailler vraiment de l'authenticité, voire même du craft, même quand c'est pas très bien crafté, c'est pas grave, c'est justement un signe d'authenticité, et de mettre des formats Reel dans nos pages produits e-commerce pour que ça apporte un supplément d'âme et une humanité. Et on le fait à travers des influenceurs qui vont faire de l'unboxing, par exemple, d'un terminal smartphone, ou d'un avis client qui va dire tiens, j'ai fait ceci ou j'ai fait ça, un peu à la TikTok. Vous voyez. Et en fait, on s'aperçoit qu'on passe d'une ère où on devait super bien crafter les choses à une ère où en fait on est en recherche d'authenticité, et c'est ça qui va faire que la petite expression de la personne tout d'un coup va nous toucher, on va s'identifier. Totalement, et j'ai entendu dire justement il y a quelques jours qu'on allait arriver dans une ère où le contenu allait pouvoir être beaucoup moins propre que ce qu'il était. Effectivement, c'est le mot-clé, c'est authenticité, et on va pouvoir réutiliser en mode selfie au lieu d'aller faire des photos avec des photographes en studio, etc. Et c'est la même chose finalement pour les réels, les unboxings. On va arriver avec une qualité iPhone qui est déjà très bien au lieu d'aller en qualité studio. Clarisse, chez Match, qu'est-ce que vous a permis finalement le Dating Lab, et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? On parlait tout à l'heure donc de ces signaux faibles qui nous permettent, comme socket, d'apparaître. Nous, on a vu apparaître un vrai sujet au niveau de la conversation. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont sur des apps de rencontres, mais ça arrive très souvent que vous commenciez une conversation et qu'elle s'arrête très brutalement. Il y a un chiffre, nous, sur lequel on s'est arrêté, c'est 35% des conversations qui s'arrêtent après seulement 2 messages échangés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est le « salut, ça va », S-A-V-A, c'est souvent ça. Et limite, t'as fait quoi ce week-end, ou tu fais quoi, voilà. Donc, ça t'amène pas forcément à grand-chose, effectivement, et la conversation s'arrête très vite. Et si ça entraîne une certaine usure, qu'on appelle la dating fatigue, qui est un phénomène qu'on explore justement, qu'on s'empare même, je dirais, en tant qu'acteur du dating, qui fait très peur à tout le monde, à tous les acteurs du marché, mais pas à nous, parce que justement, on a le Dating Lab et on a des experts pour nous accompagner, et on a la chance justement d'avoir Fanny Auger, qui est donc une experte en conversation, qui a ce podcast L'Art de l'Attention, qui est présente sur le salon avec moi aussi cette semaine, et avec qui on a créé en fait le Love Starter, qui est un kit de conversation où vous allez avoir en fait 22 questions pour vous préparer à la rencontre, parce que dans tout ce qu'on étudie et tout ce qu'on voit, c'est que, je vais vous dire de manière très superficielle, quand vous vous préparez pour un date, comme on dit, un rendez-vous, pour rencontrer quelqu'un que vous n'avez jamais vu, vous allez vous préparer peut-être de manière vestimentaire, ou c'est une femme, vous coiffez, vous maquillez, on va dire de manière très superficielle, mais est-ce que vous préparez vos conversations ? Non. Vous allez préparer éventuellement vos conversations sur un entretien d'embauche, mais pas pour un rendez-vous amoureux. Et on s'est dit, c'est très important de se poser ces questions-là, parce que dans les études que l'on a aussi, on voit aujourd'hui une espèce de paradoxe et une vraie tension, et je dirais que c'est là la plus grande exploration de tout ce qu'on fait, c'est qu'il y a une vraie tension entre ce qu'on espère vivre. Donc 90% des célibataires aujourd'hui nous disent vouloir le grand frisson, l'espèce de truc euphorique, passionnel, assez rare, on va dire, dans la réalité,
Alors qu'en fait, dans la traduction de la réalité, une relation qui se construit, c'est une relation qui se construit dans le temps, dans le dur, je dirais, est complètement antinomique avec cette idée du grand frisson. Mais donc ce paradoxe, on le voit partout, et les gens se disent, en fait, moi j'ai une des grandes peurs, effectivement, c'est que je ne sais pas quoi dire sur un premier rendez-vous, et éventuellement, si je sais quoi dire les 30 premières minutes, je ne sais pas comment après entretenir cette conversation. Et donc on s'est dit, ok, il y a un vrai sujet, c'est qu'on n'a jamais eu autant de moyens de communication. On peut en parler avec Orange davantage, mais on a de multiples moyens de communiquer, de nombreuses interfaces, et pourtant on sait plus parler, on sait plus poser les bonnes questions. Et donc avec ce kit, on dit, voilà, de manière très simple mais très vraie, de vraies questions pour de vraies rencontres, et donc de vous poser vraiment les bonnes questions. Moi, il y a une question que j'adore, plutôt que le « salut, ça va », c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois ? Ou à quel point es-tu fêlé ? Ça, c'est assez drôle parce que la personne va te dire tout de suite, attends, mais fêlé comment ? Soit fêlé parce que tu as un peu de folie dans ta vie, soit parce que la vie t'a fêlé. Et là, je peux vous assurer que vous rentrez dans d'autres niveaux de conversation et que vous allez apprendre à connaître la personne de manière complètement différente. Et finalement, peu importe si cette personne vous plaît ou pas, vous aurez passé un bon moment. Cette question, elle va continuer de vous accompagner parce que vous allez vous dire, c'est marrant parce que moi, d'habitude, je réponds à cette question-là comme ça. Donc, typiquement, la première fois, moi, je suis venue au one-to-one de Biarritz, c'est la première fois. Et des premières fois, moi, ça m'accompagne depuis qu'on m'a posé cette question. Je me suis dit, mais c'est vrai que là, des premières fois, on va dire, dans la quarantaine, on en a très peu. Et donc de se dire comment je peux me forcer à avoir d'autres premières fois. Donc voilà. Donc on s'est emparé vraiment de ce sujet de la conversation. Donc avec ce kit qu'on a fait avec la maison d'édition Erol qui est sorti là la semaine dernière. Donc c'est tout frais et qui est vraiment génial parce que en plus Fanny elle a écrit un livre qui vous permet de vous accompagner, de vous dire pourquoi c'est intéressant de se poser ces questions-là. Et vous avez même d'autres questions pour explorer ces questions, pour aller plus loin. Et on a réadapté aussi nos formats, on va dire, d'événements pour les célibataires avec des menus de conversation où vous allez être guidés tout au long de la rencontre. Et plutôt que de répondre, je sais pas, une dizaine de fois bonjour, je m'appelle Clarisse, je suis la directrice com de Match Group, et vous allez avoir des questions, vous allez rencontrer différentes personnes autour de différentes questions. Et c'est quand même beaucoup moins fatigant et beaucoup plus intéressant que les formats qu'on avait avant. Ouais, totalement. Et à mon avis, là, tu viens stimuler le système 2. Oui, complètement. Total. Enfin, du coup, forcément, tu crées un axe, tu te différencies sur le marché finalement de la rencontre. Alors même que quand on a préparé cette table ronde, tu m'as partagé 2 chiffres. Le nombre d'applications sur lesquelles les personnes sont en moyenne en général en même temps. Ouais, on est généralement sur 2 à 3 applications en même temps. Et avec une dizaine de conversations ouvertes. À peu près. Donc fois 3, ça fait beaucoup. Eh oui, c'est un business l'histoire quand même. Ouais. Oui, mais justement, c'est parce que j'entends, et c'était fascinant d'ailleurs de rencontrer des personnes hier qui me disaient oui, mais alors vous, les applis de rencontre, c'est toujours un peu le démon. Vous faites tout pour que ça marche pas, pour qu'on rencontre pas des gens. Je dis mais on n'a aucun intérêt à faire ça. Au contraire, nous, c'est plus il y a de personnes qui viennent et qui repartent rapidement, mieux c'est pour nous, je dirais, puisque entre guillemets le réseau va s'amplifier et va se diversifier. Et s'il y a toujours les mêmes personnes qui restent et qui rencontrent pas, on n'a aucun intérêt à faire ça. Et c'est un peu le fantasme aussi des algorithmes derrière Instagram, etc. Chez nous, l'algorithme il est très simple. C'est la géolocalisation, l'âge, ce que vous avez à peu près rentré comme critère, et c'est tout. Après, il y a quand même une part de hasard et de magie dans les personnes qu'on vous pousse, parce que c'est pas le catalogue Ikea où vous allez chercher l'armoire blanche 2 portes, 3 portes, 4 portes. Là, si vous me dites que vous cherchez un grand blond, une petite blonde, on va pas vous présenter que ça non plus, parce qu'il y a une part d'aléatoire, une part de magie, et on le sait tous, on peut avoir une liste de critères très définie, et puis rencontrer quelqu'un qui n'a rien à voir avec cette liste de critères, et qui est pourtant la bonne personne. Donc, il y a ça aussi sur lequel on fait attention aussi aujourd'hui. Très bien, merci Clarisse. Et ce que je trouve intéressant, c'est d'utiliser la data pour produire finalement un produit physique. Oui. Donc, tu vois, c'est comment est-ce que tu reprends la main sur ta data tout en t'extrayant de cet écosystème full digital. C'est le premier produit physique que vous lancez d'ailleurs. Oui, c'est le premier produit physique qu'on lance. Ouais, très bien. Ouais. Bruce, il y a une campagne aussi qu'on pourrait partager sur Orange. J'aimerais vous la diffuser. Ça fait beaucoup de vidéos, je sais. Alors ? T'as vu ? Oui, mais attends. Ah oui, mais non. C'est un vœu.
Est-ce que tu peux nous dire quelles émotions tu viens chercher derrière cette campagne? Comment elle a été créée et quel est le ROI, s'il y en a un? Le ROI, il est d'abord émotionnel. Hein. C'est surtout ça, en fait. Moi, à chaque fois, j'écoute, je ne l'ai pas vu, mais j'avais des frissons, en fait. Donc, je pense qu'il y a un jeu humain, en fait. Il y a une relation entre le père et la fille qui est fort, sur lequel on s'identifie. Parce qu'en fait, on est dans un monde quand même très complexe, très numérisé, avec des sujets de cyberharcèlement. Enfin, il y a tout ça. On est baigné dans une sorte de stress permanent. Et nos enfants, en fait, c'est ce qui est le plus important pour nous. Et donc, on aimerait justement leur léguer quelque chose qui ne soit pas trop lourd, en fait, à porter. Donc là, c'est vraiment cette tension entre le père et sa fille. Et voilà, donc on essaye de générer ça dans les tripes. Et c'est difficile, en fait, parce que ça dépend du jeu d'acteur, ça dépend de la manière dont la caméra est mise en place. Voilà, ça dépend plein de choses. La data, en fait, c'est juste la base. Mais en fait, moi, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que on prend beaucoup de data, mais si on fait passer plein de questionnaires aux gens, en fait, on va certainement passer à côté de certaines choses, parce que c'est pas, les gens, ils se projettent dans quelque chose, ils veulent bien cocher les cases, mais leur inconscient, leur système 1 dit complètement autre chose. C'est ce paradoxe. C'est exactement ce que tu disais en disant je coche là, mais en fait je vais matcher avec une autre personne. Et en fait, la grande question, c'est nos sens. Là, on parle de sens. On parle de sens humain, d'émotions qui sont générées à travers une attitude, un petit plissement d'œil, un coin, une expression. Quand le père et la fille se regardent, comme ça, se regardent là, c'est là où tout d'un coup, il y a un truc qui se passe, quoi. Donc voilà, c'est... L'insight, il était bien évidemment sur carré, besoin d'accompagner les enfants pour un monde numérique meilleur, c'est la raison d'être d'Orange, très bien, ok. Le Safer Phone, c'est un moyen de protéger les enfants. Bon, quand on a dit ça, on peut faire une pub nulle et une pub bien. Voilà. Bon, on espère, mais voilà. Donc, il y a 36 000 façons de faire une pub, et après, c'est les créatifs qui à un moment donné disent, ok, là, il y a un moment, il y a une sorte de suspension dans le temps, et je pense que le sujet, c'est la suspension. Enfin, de mon point de vue, c'est la suspension quand le père et la fille se regardent comme ça. Voilà, c'est mais derrière, il y a plein de choses derrière. Merci. Il y a quand même un éléphant dans la pièce, c'est ok, on utilise la data pour faire des campagnes qui sont plus impactantes émotionnellement, mais est-ce qu'on peut parler de manipulation? Et à quel moment est-ce qu'on met le curseur sur là, je suis clean et là, je ne suis plus clean? Grande question, je ne m'attendais pas à cette question. Oui, bien sûr. Parce que si on revient au nudge marketing, le nudge marketing est très développé dans les pays anglo-saxons, un peu moins chez nous. Et dans le nudge marketing, il y a une forme de petite manipulation. C'est un coup de pouce qu'on fait. Et la question, c'est à quel moment nous sommes toujours maîtres de notre décision. Mais bon, on sait très bien que la publicité, c'est une forme d'influence. C'est une forme de manipulation. On joue sur la corde sensible, évidemment. Donc cette question, elle est pas résolue en fait. Je ne peux pas forcément y répondre. C'est à chacun d'être responsable. Je ne sais pas trop comment il n'y a pas de cadre très précis en fait. Je ne peux pas dire tiens là tu as franchi la ligne ou pas. C'est difficile à dire en fait. Je ne sais pas si tu as... Clarisse. Alors je ne sais pas si j'ai des réponses, mais tu parlais d'authenticité tout à l'heure. Je crois qu'il y a vraiment ça et ce qu'on essaie de faire passer. Bien sûr que le marketing, la com va avoir cette influence, mais de là, on va dire, à manipuler, je pense pas. En revanche, on en parlait quand on préparait cette table ronde. Il y a aujourd'hui des IA qui sont capables d'identifier peut-être pour vous, en tout cas de vous guider sur vos émotions. Parce que on en parle beaucoup des émotions, mais on est très peu, je suis sûre, dans la salle, à les connaître, les émotions. Moi, je vois ça. Les émotions primaires, ouais. C'est les 6 ou 7, et après, tu as la version étendue, c'est ça? Il y en a 4. Et à chaque fois, on me dit, mais comment ça fonctionne, etc. Et en fait,
j'avais rencontré, moi, Athénaïs de la marque Onbo. Je ne sais pas si vous connaissez ce casque qui vous permet de diffuser de la musique en fonction de vos émotions. Et donc d'arriver un peu mieux à les capter, parce que parfois vous allez pouvoir dire je suis stressée, voilà. Le stress n'est pas une émotion. En revanche, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a peut-être de la peur ou de la tristesse, voilà. Et donc c'est d'aller chercher peut-être un peu plus finement tout ça, et encore une fois sans idée de manipuler, mais peut-être de mieux reconnaître. Et donc un peu pour faire encore la promo du Dating Lab, mais c'est d'aller mieux identifier ce qu'on cherche, mieux identifier comment on se parle, ce qu'on a envie. Et je trouve que vraiment dans le monde où on est, qui évolue voilà, très vite, ce côté identifier un peu ce que ça nous génère, tout ça, c'est là où il y a peut-être quelque chose à faire. C'est vrai que dans Vice Versa, tu n'as pas le stress. T'as pas le stress. Eh oui. D'où l'intérêt de ce film, pour mieux comprendre, de ce dessin animé, pour mieux comprendre nos émotions, mais même nous en tant qu'adultes. Il y a plein d'adultes qui le regardent. Mais est-ce que vous avez regardé Vice Versa? Eh oui, super. C'est génial, et c'est vrai que d'aller descendre comme ça sur ce niveau d'émotion et de reconnaître tout ça, c'est hyper intéressant. Et on revient à ce que tu disais sur système 1, système 2, je trouve que ça fait partie beaucoup de tout ça. Et honnêtement, nous on en parle, mais de manière très fluide. Et voilà, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de marketeurs qui le fassent au quotidien. On oublie ça très vite. De descendre sur le niveau d'émotion. Ouais, ou de ce qu'on veut aller chercher. En fait, on peut, enfin, dans notre quotidien, c'est de faire ça, des communications. Mais qu'est-ce que tu veux le faire? Enfin, pourquoi tu veux le faire? Qu'est-ce que tu vas aller chercher? Et quand nous, je parle pour Match Group, on est au cœur de l'humain, on fait encore plus attention à ce qu'on va aller chercher et générer. Et vraiment, nous, on fait un peu effectivement le pas de côté de se dire, faut accompagner. C'est pour ça qu'on a dit vraiment explorer, comprendre, innover, mais l'innovation au service de l'humain et pas l'inverse. Si on devait imaginer un ROI émotionnel, comment est-ce qu'on pourrait le matérialiser? Est-ce que vous avez une secret sauce de la mesure de l'émotion? Alors, j'ai pas de secret sauce, mais je dirais que on a dans nos métiers des love brands, donc ces marques qui traversent des générations, que vous aimez par-dessus tout et que vous allez à la limite mieux défendre que n'importe quel communicant. Et je trouve que Mythique a ça, mais parce que justement Mythique a su toujours écouter. Il y a des campagnes qui ont marqué les esprits. Le Love Your Imperfections, c'est si vous n'aimez pas vos défauts, quelqu'un les aimera pour vous. Je trouve que ça, c'est quand même assez génial à une époque où c'était le corps parfait qui était publicité. On a fait des campagnes pour mettre en avant des couples gays sur de grosses audiences à 20h. Personne ne l'avait fait, c'était tabou. Aujourd'hui, encore une fois, et je sais que ça peut faire peur à beaucoup de gens, mais moi, je m'intéresse effectivement à la dating fatigue. Je m'intéresse à l'inclusion et à la diversité en me disant, ok, moi aujourd'hui, mon algorithme, il sait pas faire. Vous êtes pansexuel, transgenre, queer. Moi, mon appli, elle ne sait pas. Elle est hétéro. Au mieux, vous allez dire autre, mais autre, ça va vous faire matcher avec un nombre infini de possibilités. Donc, c'est quand même réducteur. Et donc, on travaille avec quelqu'un dans notre dating lab qui s'appelle Kevin Bidot, qui est expert de tout ça. Et c'est vraiment aller se dire, voilà, je vais aller essayer d'y répondre de manière technologique le plus rapidement possible, parce que c'est un vrai phénomène de société et qu'on veut que chacun ait le droit à la rencontre. Donc, voilà, ce côté love brand de marque qui va répondre à un besoin peut-être même avant qu'il soit là, c'est, je trouve, quelque chose de fascinant dans ce qu'on fait au quotidien. Très bien. Bruce, tout à l'heure, c'est toi qui as parlé de ROI émotionnel. Comment est-ce que tu présentes ton ROI émotionnel à ton quotidien? Eh bien, il y a des modèles. Alors, il y a plusieurs modèles. Déjà, il y a les modèles qu'on connaît qui sont assez classiques, qui sont les trackers, les brand trackers, qui permettent de comprendre la marque, la valeur de la marque et quels sont les leviers, la saillance de la marque et quels sont les leviers émotionnels. Donc, à travers le brand tracker et les campagnes médias, on voit bien si il y a plus d'attachement sur quels items. Et puis, il y a un autre sujet sur lequel je travaille, mais qui est en cours, c'est les modèles MMM, Marketing Mix Modeling, dans lequel on injecte en fait de la donnée qui va être colorée, de la donnée réseaux sociaux, écoute sociale, avec justement une coloration d'humeur, de sentiments, d'analyse de sentiments. Et donc ça, on peut regarder aussi, alors il y a l'effet court terme et l'effet long terme. Ça, c'est important de bien différencier les deux, je pense, d'avoir ce qu'on appelle les slow KPI et les fast KPI.
C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure sur la campagne. Voilà. On verra finalement sur le long terme à quel point Clarisse, elle s'en souviendra Exactement. dans 2-3 ans de la fameuse campagne de Orange, etc. C'est ça, ouais. Très clair. En synthèse, je pense que ce qu'on peut retenir, et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec cette phrase, c'est que votre job aujourd'hui, c'est pas de créer des fausses émotions, mais c'est plutôt de créer les conditions pour que les vraies émotions, elles émergent. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ? Moi, j'aime bien ça. T'aimes bien ? Très bien. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. On a quand même la chance d'être en petit comité ce matin. Donc on est tous disposés à y répondre, que ce soit Clarisse, Bruce. N'hésitez pas. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir assisté à cette table ronde de bon matin. Merci beaucoup. Merci Clarisse. Merci Bruce. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que data plus émotion, c'est un petit peu plus clair pour vous ? Est-ce que ça a répondu à vos enjeux ? S'il n'y a pas de questions, moi, je voudrais juste ouvrir le débat. Je pense que ce qui est absolument fondamental dans l'ère de l'IA qu'on traverse, et à mon avis, c'est loin d'être terminé, c'est de nous reconnecter à nos sens et à nos émotions. Et il y a un vrai travail, je pense, à faire en tant que marketeur sur notre système 1, justement, sur le fait de se reconnecter à notre corps et à nos sensations. Pourquoi ? Parce que la data que l'IA n'a pas, pour le moment,